Donc la fréquence du psoriasis chez l'enfant maintenant est assez bien connue puisque plusieurs études européennes montrent qu'environ 0,5% des enfants sont touchés par le psoriasis. Ce qui veut dire qu'un enfant sur 200 a ou fera du psoriasis avant ses 18 ans. 3 points intéressants, c'est un peu plus fréquent chez les petites filles, sans qu'on ait vraiment d'explication, sachant qu'à l'âge adulte ça s'équilibre. Deuxième point, il y a une augmentation depuis une quarantaine d'années du psoriasis chez l'enfant. On admet que ça a à peu près doublé cette fréquence, mais ça on le sait aussi chez l'adulte, sans qu'on ait là aussi d'explication à cette augmentation. Et le troisième point, c'est qu'il y a une augmentation linéaire de la fréquence du psoriasis chez l'enfant, c'est-à-dire qu'entre 0 et 18 ans, il n'y a pas de pic brutal d'augmentation de fréquence, c'est vraiment très très progressif. Chez l'enfant, on retrouve toutes les formes cliniques de psoriasis que l'on peut observer chez l'adulte. La forme la plus fréquente chez l'enfant, c'est le psoriasis en plaques, comme chez l'adulte. La différence, c'est que chez l'adulte, on a 80% environ des psoriasis qui sont des psoriasis en plaques, alors qu'on est autour de 50% chez l'enfant. Donc il y a des formes spécifiques à l'enfant. Tout d'abord, chez le nourrisson, on va avoir le psoriasis dit des langes. Au niveau des couches, le psoriasis va se développer, probablement favorisé par la macération, forme qui disparaît avec le temps. Chez l'enfant, c'est-à-dire 2 à 10 ans globalement, on a 2 formes qu'on va voir de façon un peu plus fréquente. Le psoriasis dit en gouttes, qui est un psoriasis éruptif. Les enfants vont faire une infection, classiquement streptococcique, mais tout type d'infection peut le déclencher. Et ils vont faire un psoriasis en petites gouttes diffuses qui, dans 50% des cas, va disparaître spontanément. Le psoriasis palmoplantaire est une forme beaucoup plus invalidante puisqu'on va avoir une atteinte des paumes, des pulpes, des plantes qui peuvent être fissuraires, qui peuvent être douloureuses, gêner lors de l'écriture, gêner à la marche et qui elle est beaucoup plus résistante aux thérapeutiques. Mais là encore, il semble que c'est une forme qui disparaît avec le temps. Chez l'adolescent, il n'y a pas de forme spécifique. On va retrouver finalement un mélange de l'enfant et de l'adulte avec des fréquences de type clinique de psoriasis qui se rapprochent rapidement des formes de l'adulte, c'est-à-dire volontiers des psoriasis en plaques. Donc la sévérité du psoriasis de l'enfant est assez difficile à évaluer. Dans beaucoup d'études, les critères qui sont utilisés sont ceux de l'adulte, qui ne sont absolument pas extrapolables à l'enfant. Ça va tenir compte de l'inflammation, de l'épaisseur des squames, c'est-à-dire les pellicules des plaques, qui sont beaucoup plus sévères chez l'adulte. Donc on aurait tendance à sous-évaluer la sévérité du psoriasis de l'enfant. Donc bien souvent, chez l'enfant, on va utiliser on va être beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire qu'on va écouter l'enfant, on va regarder l'enfant, si l'enfant est douloureux, si l'enfant exprime une souffrance. Et moi je me souviens d'enfants qui me disaient on ne veut plus me serrer la main, on m'appelle boule de neige, ou les parents qui disent il n'arrive pas à écrire à cause de son psoriasis. Là il y a une vraie souffrance qui n'a pas besoin d'être quantifiée, elle est juste verbalisée. Nous avons 3 grandes classes de médicaments, les traitements locaux, les traitements systémiques conventionnels et les biothérapies. Il y en a un dont je ne parlerai pas, qui est la photothérapie, l'exposition dans des cabines à UV, qu'on fait beaucoup chez l'adulte, mais qui est difficile à mettre en place chez l'enfant du fait de la scolarité. Donc parmi les produits locaux, il n'y a pas de grande invention récente. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on a énormément de galénique. La galénique, c'est comment se présente le produit. On a des crèmes, on a des pommades qui sont plus grasses pour des zones plus épaisses. On a des shampoings, on a des lotions pour le cuir chevelu. Donc on a vraiment tout un arsenal qui nous permet de nous adapter à toutes les localisations du psoriasis. Donc les démangeaisons, ce que nous on va appeler le prurite, est un vrai problème dans le psoriasis et notamment chez l'enfant. On admet que 80 à 90% des enfants et adultes souffrant de psoriasis se démangent. Et donc il faut absolument qu'on l'intègre. Alors les traitements sont indispensables pour contrôler ces démangeaisons, mais on a tout un tas de petits moyens aussi pour essayer d'atténuer ces démangeaisons. Et le premier, c'est l'utilisation de crèmes hydratantes au quotidien. Et ça atténue considérablement les démangeaisons. Après, on a des petits moyens, utiliser des savons gras par exemple, préférer le coton qui démange moins que les vêtements synthétiques ou la laine. Et donc ça, on va apprendre aux parents à adapter finalement ce quotidien pour réduire ces démangeaisons sans être obligés de monter en termes de traitement. Un suivi systématique psychologique n'est jamais nécessaire chez l'enfant atteint de psoriasis. Le psoriasis est une maladie qui n'est pas liée au stress, c'est une maladie qui est génétique, avec une prédisposition que va avoir l'enfant à développer ces poussées de psoriasis. Et le stress, comme les infections, comme la fatigue, sont des facteurs qui peuvent déclencher les poussées. Il y a des enfants qui ont une grosse souffrance, il y a des enfants où le stress joue un rôle important. Et là, il peut y avoir besoin d'un soutien psychologique que nous, on va discuter avec le pédiatre. Mais un enfant psoriasique ne doit pas aller voir le pédopsie. C'est uniquement s'il y a un problème de fond.
Est-ce qu'il y a des restrictions alimentaires dans le psoriasis de l'enfant? Jamais. L'alimentation n'est pas liée au psoriasis. Avec 2 points cependant. On a montré que l'enfant en surpoids ou obèse aura plus souvent du psoriasis. Et on sait que chez l'adulte, l'obésité est aussi liée à la sévérité du psoriasis. Donc on va être vigilant chez un enfant en excès pondéral. Et là, on va sensibiliser le pédiatre pour l'aider à maigrir. Et le deuxième point, plus anecdotique, il a été montré récemment que peut-être le régime méditerranéen serait favorable au psoriasis. Mais bon, ça reste anecdotique et ça reste à montrer. Aborder l'école avec les parents est un point important de la consultation. Moi, le point clé, c'est vraiment que les parents et l'enfant parlent du psoriasis avec l'enseignant. Bien souvent, l'enseignant connaît cette maladie, parce qu'on a tous des proches atteints de psoriasis, c'est une maladie tellement fréquente, qui connaissent tout à fait cette maladie. Et donc, ça permet à l'enseignant d'en parler aussi aux autres enfants, de dédramatiser la situation, et surtout d'éviter que l'enfant soit privé de cantine, soit privé d'activités scolaires, d'activités périscolaires et sportives. L'enfant peut-il pratiquer une activité sportive? Non, il doit pratiquer une activité sportive et en aucun cas le psoriasis doit l'en empêcher. Et ça, c'est vraiment un point important. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'objectif piscine. C'est-à-dire qu'un enfant qui a du psoriasis doit pouvoir retourner à la piscine. Le jour où il va à la piscine, c'est qu'il peut tout faire. Néanmoins, il faut intégrer le sport dans notre consultation. Et moi, je me souviens d'une petite qui avait arrêté par exemple la danse parce qu'on voyait ses plaques à travers ses collants. Ça, c'est inacceptable, donc on doit absolument le prendre en charge. Mais les enfants atteints de psoriasis doivent faire du sport comme tous les enfants.